c'est JF, bienvenue à Sauvage comme une image. Cette semaine, c'est la deuxième partie de mon entrevue avec Mario Cyr. Pour les gens qui ont écouté la première entrevue, vous devez avoir hâte de voir la deuxième partie. Comme je vous ai promis, ça va être encore plus beau, des plus belles photos, puis ça va être encore plus le fun que la semaine dernière, comme si c'était possible. Salut Mario. Salut, salut. Fait que cette semaine, j'aimerais ça que tu nous mettes un peu dans le bain, c'est quoi une expédition? Parce que, tu sais, pour nous autres, une expédition, c'est comme, OK, on part, puis tout ça. Mais il y a toute une machine qui est déjà enclenchée avant que tu pèses sur le bouton. J'aimerais ça que tu nous donnes un peu, grosso modo, pour les gens à la maison, là, c'est quoi faire une expédition? OK. Bon, premièrement, là, si on part vraiment du départ, là, moi, j'ai à peu près une vingtaine de demandes par année d'expédition, puis il va en avoir 6, 7 qui vont voir le jour. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Question de budget, question de permis. Et dès que on sait presque tout le temps, au moins 6 mois d'avance, qu'on va partir en expédition. D'accord. Et, je dirais 3 semaines avant, bien là, on va préparer cette expédition-là. Ça veut dire que c'est sûr que moi, j'ai vraiment une liste là, extrêmement exhaustive. Je suis allé 40 fois dans... Mettons, si on parle de l'Arctique, je suis allé 40 fois dans l'Arctique, donc j'ai ma liste de l'Arctique. C'est ce que ça prend. Et je vais cocher. Donc, parce qu'il y a des petites bébelles qu'on pense des fois pas ou bien, puis qui vont être extrêmement importantes. Parce qu'il faut toujours comprendre qu'on s'en va à un endroit où il n'y a pas de dépanneur. Il n'y a rien. Il y a rien. Il y a toute la beauté du monde. Oui, au niveau animalier, au niveau paysage, il n'y a pas de magasin. Donc, il faut que tu sois complètement autosuffisant et tu sois même capable de démonter jusqu'à un certain point les caméras pour les réparer si jamais il y a des bris. On va avoir aussi des pièces de réparation. Mais là, on va pacter ça. Puis moi, là, je voyage avec 8, 10, 12 bagages. Hein. C'est ça, les expéditions, parce que tu as tout l'aspect plongée qui est déjà lourd. Après ça, tu as tout l'aspect tournage qui est lourd aussi. Puis tu as tout l'aspect camping, parce qu'on va... Tu crées un il faut amener, c'est ça, il faut amener des tentes, il faut amener des sacs à couchage, il faut amener des réchauds, des génératrices pour charger. Tu sais, il faut penser à tout. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de bagages. Et tout ça doit être fait, là, tu ne fais pas ça la dernière journée. Donc, assez, au moins une semaine, 2 semaines. Après ça, tu as les tests caméra, comme n'importe quel tournage qui doit se faire aussi. Puis après ça, tu te croises les doigts parce qu'il faut que tous tes bagages se rendent aussi. Puis c'est une parce des que comme énormes nous autres, difficultés. des fois, ça prend un autre tangente. C'est ça. Donc, si tu pars, mettons, puis qu'on s'en va dans l'Arctique, ça, c'est moi, là, mes 8, 10 de bagages, là, souvent. Mais si tu prends une équipe de 4 ou 5 personnes, ce qui veut dire que souvent, on va avoir 30 ou 35 bagages, et tu pars pour, mettons, t'en aller dans le fin fond de l'Arctique, ce qui veut dire que tu as beaucoup de correspondance, puis tu pars avec des énormes avions, puis plus tu avances, plus les avions rapetissent. Ça veut dire qu'il y a moins de place pour le cargo. Et c'est sûr que, je dirais, tout ce qui est lourd, donc compresseur, les bouteilles, les ceintures de plomb, souvent, je vais envoyer ça par cargo avant. OK? Donc, on va des 3 semaines là, pour être certain que ça soit rendu. Aujourd'hui, j'ai plus le choix parce que je me suis tellement fait prendre où justement les compresseurs ou les bouteilles ne rentraient pas, justement le fait que ça soit lourd, qu'aujourd'hui, c'est comme un peu comme dans l'ancien temps, j'ai des caches où j'ai j'ai des endroits, j'ai 3 compresseurs qui sont à des endroits différents dans l'Arctique. Que tu laisses là-bas? Oui, que je laisse là-bas. J'ai des bouteilles de plongée, j'ai des ceintures de plomb à Arctic Bay, à Igloo Lake, à Ripples Bay. Donc, c'est 3 points stratégiques où, au moins, si il manque quelque chose, je suis capable plus facilement de le repatrier. Là. Mais tout ça fait que ces expéditions-là, bien sûr, on arrive avec beaucoup de bagages. Puis ce qui est le plus important, c'est les guides. Tu ne peux pas concevoir aller dans l'Arctique aujourd'hui sans avoir des guides inuits avec toi, même après 40 voyages. Là. Puis c'est pas... Écoute, moi, j'ai des permis d'armes. Tu pourrais y aller si oui, tu je pourrais y aller. Je peux louer faire. une motoneige au village. Je peux avoir tout ce qu'il faut, mais je ne peux pas concevoir ça parce que, premièrement, c'est sûr qu'ils vont nous protéger des ours polaires parce que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, il y en a moins, mais nous, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus parce qu'il y en a de plus en plus fins, donc ils viennent plus près de nous. Mais aussi, souvent, ce que c'est qui est extrêmement important, c'est qu'il va savoir où sont les animaux, même avant qu'on arrive. Parce qu'avant, c'était facile. Et j'essaie, je dis souvent avant 2000, puis après 2000, là, sachant très bien que ça n'a pas changé en l'an 2000. Là. Mais dans les années 90, on allait à un endroit donné, une date donnée, et les animaux étaient là. Ils vous attendaient. Ils nous attendaient. C'était pas compliqué. 10 juillet au 20 juillet, on allait à Igloo Lake pour les baleines boréales. On allait pour les morses à Walrus Island début août jusqu'au 15 août. Donc tout ça, là, c'était comme facile. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche.
Donc, tous les animaux bougent, tous les animaux arrivent avant ou après. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir des guides, bon, premièrement, parce qu'on a établi une stratégie d'avance, mais souvent, on arrive, puis là, les guides vont dire, ben non, parce que moi, mon frère est allé hier, puis il n'y en a plus, ils sont rendus à tel endroit. Fait que c'est sûr qu'écoute, on sauve du temps énormément. Ou, justement, où il va m'appeler, comme cet été. Cet été, je devais partir à la fin juin. Okay? Je devais partir vers le 24 de juin pour m'en aller à Arctic Bay. Et on m'a appelé c'est-à-dire on m'a appelé au mois de mai, qu'il fallait que j'y aille plutôt au début juin si je voulais voir des narvals puis voir de la glace parce que tout était prêt de fondre à une vitesse vertigineuse. Donc là, tu as toute l'équipe qu'il faut que tu rappelles. Donc, il y en a qui ont d'autres contrats dans ça. Il fallu qu'on change certains membres de l'équipe parce qu'ils n'étaient pas disponibles de venir plus tôt. Et quand on est arrivé sur place, déjà, il était tard parce qu'il y avait beaucoup de glace, beaucoup d'eau sur la banquise. Donc, c'était plus difficile à voyager, à se déplacer en motoneige. Justement, j'avais préparé des photos pour montrer aux gens qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Il y a 2 photos que j'aimerais voir. La première... OK. Ça, ici, on voit, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se déplace depuis à peu près 15 ans, on se déplace en motoneige, puis avant, c'était des chiens traîneaux. J'ai vécu ça quand même. Les années 90, là, c'est arrivé à 2 reprises. Ça doit attirer, par exemple, les ours polaires, les chiens? Bien, c'est-à-dire que, oui, mais ils les détectent de très, très loin aussi. C'était quand même un super bon mot, c'était un bon signal d'alarme, là. Mais aujourd'hui, on se déplace avec des Comatic, qui est l'élan traîneau Inuit, et on va tout mettre les équipements à l'intérieur de ce traîneau-là. Et c'est comme ça qu'on va se déplacer. Des fois, là, pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures. Les Inuits, eux, là, c'est pas grave, les longues distances, parce que de la manière que ça fonctionne, s'il y a juste de la glace, t'as la motoneige et le Comatic, mais si jamais on va être confronté à l'eau, mais on va mettre une chaloupe par-dessus le Comatic. Et quand on arrive dans l'eau, on met la chaloupe dans l'eau, le Comatic de travail, la motoneige par-dessus. On n'est jamais arrêté. Donc, on va se déplacer sur de très, très, très longues distances. Et si la photo d'après, là, on va voir ce qu'on appelle... C'est ça que ça donne, ton village. Oui, un campement de base. Ça, c'est vraiment la base. Et on voit un hélicoptère, là. Donc, ici, on était... il y avait mon équipe, canadienne, puis il y avait aussi Netflix qui était là. C'est ça, l'hélicoptère. OK. Donc, on était au même... Pas tout à fait les mêmes moyens. Non, pas tout à fait pareil. Mais il y a une super bonne anecdote que je te conterai par après. C'est-à-dire que ce camp de base-là va être pour les 2 équipes avec des gens qui vont s'occuper de la nourriture, nos guides. Puis après ça, c'est sûr qu'on va partir chacun de notre bord pour aller ce qu'on appelle au flow edge, donc où la glace finit et que l'océan... C'est ça, le flow edge. Et je n'ai jamais pu trouver de mots vraiment français. C'est-à-dire qu'on pourrait bien dire où la glace finit puis l'océan commence. OK. C'est pas si beau que Flow Edge. Non, c'est moins poétique. Puis juste l'anecdote avec Netflix, parce que nous, on avait amené un petit drone, vraiment très petit. Puis eux, ils avaient un système incroyable. Et dès qu'ils le mettaient en marche, tous les narvals disparaissaient parce que ça faisait trop de bruit. Ils n'ont jamais pensé à ça. Tandis que nous, avec notre petit, on est allé chercher des images extraordinaires. Des fois, d'être gros, là, c'était pas toujours il était en compétition avec toi. OK, il allait chercher c'est pas vraiment la compétition, images. mais on allait chacun chercher des images. Là. Écoute, tu me parles du bord de l'eau. J'ai lu quelque chose ici là, que vraiment, j'ai trouvé ça de toute beauté. À un moment donné, tu as parlé que la plongée, c'était comme un genre de retour à l'embryon. Faire de la plongée, c'est un peu comme retourner dans le ventre de sa mère. On a passé 9 mois à l'intérieur du ventre de notre mère, complètement immergé dans un liquide amniotique. Ouais. Quand on se retrouve dans l'eau, c'est un peu la même impression. C'est un peu la même chose. Oui, moi, j'ai vraiment... Je trouvais ça vraiment beau, puis c'est vrai que ce feeling-là, on l'a. Oui, parce que quand tu es bien dans l'eau, OK? Là, je parle pas de quelqu'un qui est nerveux puis qui a peur. Quelqu'un là, qui est bien, là, qui est à sa place dans l'eau, puis tu n'as pas froid, puis tu n'as pas chaud, parce que tu as les bons équipements, parce que c'est souvent ça, hein? Tu as plus souvent des mauvais équipements que vraiment la température, parce qu'aujourd'hui, on peut quasiment... on peut vivre dans toutes ces températures-là sans aucun problème. Donc, si on a les bons équipements puis qu'on est à l'aise dans l'eau, mais c'est un feeling incroyable. Puis j'ai toujours pensé à ça parce que probablement qu'on était extrêmement bien quand on était dans le ventre de notre mère. J'imagine sûrement, que oui. La chaleur, vaguement. attendre le cœur battre de sa mère. Donc, c'est sûr que ça devait être un bon feeling. Et pour moi, quand je suis dans l'eau, c'est un peu ça. C'est un peu un retour aux sources. Là. Il y a quelque chose aussi qui, j'ai trouvé ça
Ça me fait sourire. Dans une entrevue, tu as dit, moi, quand je m'approche des animaux sur l'eau, je leur parle. Je leur dis qu'ils Ouais. sont beaux, que je les aime. Ouais. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais soulagé parce que je me suis dit, je suis pas le seul à faire ça. Moi, je suis Ah, OK. pareil. Ah, Je ben, ça, leur tu parle, vois. je les remercie de poser pour moi. Puis je me disais, mais c'est ça, il y a une Ben communication oui, qui une s'installe. communication. Oui, oui. C'est ça, il avec faut les bien. animaux. Parce que je dis tout le temps, parce que j'en parle dans mes conférences, puis je dis Mm-hmm. aussi, écoutez, là, je ne veux pas que vous sortez d'ici en disant que je parle aux animaux. là. C'est pas ça. Parce que je parle. Pour moi, là, c'est vraiment, surtout quand j'ai peur, que je vais parler. Là. C'est-à-dire, je vais m'approcher. Les morses sont vraiment un exemple flagrant. Un bon exemple. C'est-à-dire que je m'approche des morses, puis j'ai une crainte, puis tu sais, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Puis on dirait, pour passer par-dessus ma peur, le fait de parler et de fait, on dirait que plus je vais y parler, plus je vais donner des coups de palme et plus je vais m'approcher. Puis on dirait que les animaux, ça les apaise aussi. C'est-à-dire OK. que je sais très bien qu'ils ne comprennent pas les mots parce que souvent, ça va être ça. Je veux juste te filmer, je veux juste montrer comment t'es beau, comment t'es belle. Et je sais bien qu'ils ne comprennent pas les mots, mais j'ai l'impression qu'ils comprennent le fait que je le dise doucement. Ben, ton non-verbal, Ben, c'est finalement. ça, c'est ça. Puis j'y comprenne. Puis je fais souvent la folie de tout ça. Je sais qu'ils ne me comprennent pas parce que si je suis dans l'Arctique, c'est soit des Russes, c'est soit des puis ils parlent pas la Anglais, ou langue. puis ils ne parlent pas français. Fait que c'est certain qu'ils ne me comprennent pas, mais ils comprennent la sensation. Puis ça, ben, je dirais que personne ne peut me faire changer d'idée. Parce que c'est ça les expériences aussi. Hein? Et quand tu fais quelque chose, puis que tu vois que ça marche, Ça puis tu vois que fonctionne, ça marche, puis que ça oui. fonctionne, fait que c'est difficile par après, parce que j'ai eu des grosses discussions avec des scientifiques au niveau du cognitif, donc au niveau des animaux, leurs sensations, puis tout ça. Puis il y en a qui étaient d'accord, puis il y en a qui trouvaient peut-être que j'exagérais un peu. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre les animaux et moi, plus quand je leur parle encore. Que vraiment. Ben, tu sais, je te dirais, à la limite, on a des contacts directs. Je fais de la photo d'animaux aussi, qu'on a des contacts directs, puis nous autres, on le sait. Ouais, On ben est oui, là, on c'est est ça. témoins de ça. C'est pas de la Exactement. théorie Ben qu'on oui, a ben appris oui, à oui. l'école, puis Puis tout ça. Fait les que- animaux sont extrêmement intelligents. Ah hein. oui, ça, c'est faut C'est jamais l'oublier. ouais, c'est vraiment intelligent. Des fois, c'est pas la même intelligence que la nôtre, puis on a de la difficulté à la quantifier, là. Mais c'est quoi l'intelligence aussi, hein? Oui. Puis une autre affaire que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai lu ton livre, c'est que tu me disais que. Ben moi, je vais commencer par moi. Moi, je pensais vraiment que je vivais le moment à 100 que quand je faisais de la photo d'animaux, j'étais totalement là parce qu'il faut vraiment que tu regardes ce qu'il y a Ouais. alentour et tout ça. Puis quand j'ai lu ton livre, je me suis aperçu que j'étais loin de le vivre à 100 comme tu pouvais le vivre. Toi, c'est une question de vie ou de mort. Oui, bien, c'est certain que quand on est sous l'eau, puis c'est une double fonction. Ça veut dire que c'est extraordinaire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir faire quelque chose, puis que tu observes le geste et tu es pleinement conscient du geste que tu fais. Donc, dans l'eau, ici, on lève notre tasse, on ne réfléchit pas à ça, mais si on fait ce geste-là sous l'eau, on va le penser, on va l'analyser Chaque étape. et on va, on s'entend respirer. C'est peut-être le meilleur c'est exemple. Le fait de s'entendre respirer sous l'eau, c'est complètement différent de la surface et tu ne peux pas penser à autre chose que directement Ce que t'es en train le de moment faire. présent. Puis ça, c'est extraordinaire. Et en même temps aussi, mais c'est au niveau de la sécurité parce que ça devient machinal. Quand tu es rendu à passer 12 000 plongées, c'est sûr que Il y a moi, des automatismes. sauter dans l'eau ou embarquer dans ma voiture, pour moi, là, Il y a c'est pas une grosse exactement différence. pareil. Il n'y a pas de différence parce que tu fais le geste tellement souvent que ça devient un automatisme. Et il faut que je reste encore conscient du danger potentiel qui me guette quand je suis sous l'eau. Fait que c'est pour ça aussi que la deuxième chose, bien, le fait de vraiment d'analyser et de penser, bien, ça probablement me met plus en sécurité que si ça serait complètement banal puis que ma tête serait déjà rendue C'est là ailleurs. qu'il risque Là, au d'avoir moins, des je suis accidents. conscient présentement. Mario, tu viens de sortir un livre, L'Aventurier des glaces. Ce livre-là, c'est un recueil de photographies qui témoigne de 42 ans d'expérience en plongée sous-marine. Puis quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était peut-être aussi une petite capsule temporelle pour les générations à venir. Je trouve qu'il y a des beaux messages là-dedans. Tout ce que j'espère, c'est que les gens, à un moment donné, c'est pas juste là qu'ils vont voir les animaux dans un livre, qu'ils vont Ouais, avoir c'est encore ça. des vivants. Exactement. Puis ce que j'ai remarqué dans ton livre, c'est que tu as consciemment choisi de montrer la beauté des choses, la beauté de l'univers, de l'Arctique. C'est un choix qui est assumé. Oui. Bien,
tu vois, quand on a écrit le livre, parce qu'avec ma blonde, avec Nancy, c'est elle qui a plus mis les mots sur mes histoires, j'ai pensé beaucoup à ma petite fille. Moi, je suis grand-père de ma petite fille Estelle, qui a 17 mois. Puis c'est drôle, hein? Toutes les histoires, c'est un peu comme si je les avais vraiment racontées pour être certain que ça reste en mémoire, parce que je sais très, très, très bien que dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être impossible de voir ce que moi j'ai vu. Parce que ça disparaît tellement vite présentement que c'est impossible de vivre la même chose. Et tant mieux si ça reste un peu, justement, au niveau de la beauté des images, mais voir aussi exactement comment ça se passe. Puis, il faut comprendre aussi avec le livre, c'est que moi, je ne suis pas un scientifique, donc je suis vraiment un témoin privilégié. Et ce qu'on y raconte, bien, c'est des anecdotes, c'est pas des accumulations. Oui, mais tu es quand même aux premières loges. Oui, je suis chanceux Tu es vraiment un témoin des changements. Témoin privilégié, on va appeler ça comme ça. Parce que tu as passé aussi, c'est combien de temps? 16 mois, 17 mois sur le bateau avec Jean Lemire? Bien, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les missions du Grand Voilier océanographique, le Sedna 4, de 2001 à 2008, dont la plus grande expédition, 16 mois du côté de l'Antarctique, donc 13 personnes à bord d'un bateau. Pendant 16 mois, bien, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Hein? Il faut, c'est long. C'est une autre société. Oui, c'était un long voyage, mais ça a été extraordinaire parce qu'on a vu des choses incroyables. Et c'est ça aussi quand tu mets le temps. C'est la même chose que les expéditions dans l'Arctique, et c'est peut-être ça que je reproche aujourd'hui, je dirais plus aux gens qui vont nous donner des contrats, c'est qu'avant, dans les années 90, on partait pour 5, 6, 7 semaines, et aujourd'hui, on part pour 2 ou 3 semaines. Et c'est complètement différent. C'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher que ça coûtait auparavant, mais on ne peut pas revenir avec les mêmes images ou de prendre le temps de faire vraiment ce que c'est qu'on veut sur 2-3 semaines où il faut aller très, 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 très rapidement, là. Puis toi, de tout ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'alarme le plus? Bien, moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui vraiment qui joue, c'est très, très important, c'est la disparition de la glace. Parce que si on recule dans les années 90, les grands bouleversements, là, on a commencé à les apercevoir vers 95 à peu près. Donc, j'ai vécu 91, 92, 93, qui étaient des années de vraiment très, très, très froides, où on sentait encore du moins 35, moins 40, avec des étendues de glace, ou avec le comatique et la motoneige, on n'avait pas besoin de s'arrêter pour sonder la glace. Là. Il faisait tellement froid là, que la glace a été très épaisse, 75 cm. Et aujourd'hui, bien, j'ai vu ces bancs de glace-là disparaître, mais on se promène, puis on doit s'arrêter à toutes les heures pour prendre l'épaisseur de la glace où il y a à peine 15 cm. Parce qu'il y a un danger de passer à travers. Il y a vraiment un danger pour la façon de circuler. Mais je dirais que c'est ça qui, pour moi, qui est le grand changement, c'est la glace, c'est le retirement de la glace, le cubage, comment ça diminue aussi, et comment les animaux sont après de s'adapter à ça. Donc, ça veut dire comment les espèces sont après de bouger d'endroits présentement. Parce qu'on est en train de changer leur monde complètement. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'adaptent. Et toutes les espèces sont après de s'adapter au changement climatique, sauf l'homme. Je dirais que c'est la seule espèce qui n'est pas vraiment après de s'adapter présentement. Là. Puis ce que j'ai trouvé aussi un peu dur et difficile quand j'ai lu ça, c'est que quand tu as fait des plongées à l'autre bout du monde, il y avait des sacs de plastique. Oui, mais c'est ça. Depuis 4-5 ans, on commence à avoir des sacs de plastique sous la banquise. Et moi, le premier que j'ai vu, il a fallu vraiment que je m'approche pour m'assurer que c'était bien ça. Et effectivement, c'est un sac de plastique qu'on sert pour faire l'épicerie, là, tu voyais, qui est très volatile. Donc, probablement qu'il s'est ramassé dans les eaux, qu'on voyageait avec les courants et qui s'est retrouvé sous la banquise. Et je me dis toujours que quand on voit un, parce que le terrain qu'on couvre est très petit par rapport à l'ensemble de l'Arctique, bien, il doit en avoir des centaines et des milliers. Et c'est un énorme problème présentement, tout ce que c'est qui est plastique là, dans tous les océans du monde. Là. Parce que ce qu'on voit dernièrement, parce que là, il y a un accent qui est mis sur le plastique et tout ça, c'est qu'on dirait que l'océan est devenu un peu la poubelle du monde. Bien, pour beaucoup d'endroits où on recule encore avec les camions et on vide directement dans l'océan, dans les rivières qui se retrouvent bien sûr dans les
océans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. Mais c'est très difficile. Hein? Tu sais, ici, je pense que ça ne durerait pas longtemps de voir un camion versé dans l'océan, mais il y a des pays, il y a des endroits, il y a des îles où il n'y a pas beaucoup de, je dirais, on va pas, il n'y a pas vraiment de loi comme telle, puis on ramasse les déchets près des maisons, puis on va les faire disparaître un peu plus loin. Et c'est pour ça que toutes ces lois-là, qui a rapport, je dirais, au niveau du climat, au niveau au niveau des changements climatiques, ça devrait être des lois internationales. Il faut qu'on arrive à un moment donné que tout le monde ait les mêmes façons de faire, les façons de préserver la nature comme telle, et on ne peut plus faire ça dans notre cours, mais il faut que ça soit là, universel. Là. C'est un peu ça qui t'a porté à écrire une lettre à Justin Trudeau, d'idée de se réveiller. Oui, parce que on ne peut pas non plus parler des deux côtés de la bouche. On ne peut pas pavaner dans les COP 21, 22, 23, 24, ça finit plus, là, et dire qu'on va faire, qu'on est vert, puis qu'on fait vraiment des énormes efforts, puis revenir, puis acheter un pipeline pour développer encore plus tout ce que c'est qui est au niveau, au niveau de l'essence, au niveau des produits, bien sûr. Et ça ne marche plus. Ça ne marche pas, puis il faut donner des grands coups. Et je trouve ça vraiment triste qu'il n'y ait pas personne au niveau du G7, au niveau des gouvernements les plus puissants qui décident de vraiment donner un coup de barre, puis probablement que les autres suivraient. Ça en prend un pour vraiment donner. Et je trouvais que notre premier ministre était probablement, en tout cas, il était très, très bien placé. Et ça pourrait être extraordinaire, les gestes qu'il pourrait poser, parce qu'en plus, il y a des enfants. Là. Il y a des enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a une famille. Il me semble que c'est facile à comprendre. Et les avertissements qu'on a du GIEC ou de toutes les associations, ce que ça prouve présentement, c'est que non, on n'est pas alarmiste, on est même... tout est pire que ce qu'on avait pensé il y a 20 ans ou 30 ans. Là. Ça va encore plus vite au niveau du dérèglement climatique comme tel. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire quelque chose. Oui, parce qu'il y a comme un certain message qui nous dit, oui, bien, tu sais, il nous reste quelques années pour se tourner de côté. Ces années-là sont derrière nous autres. Là. C'est le temps d'agir. Oui, c'est le temps d'agir. Une chose est certaine, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'on est dedans, on a le bras dans le tordeur, on est après de se faire tirer, il va y avoir des dommages qui vont être énormes. Mais on est capable de faire quelque chose pour pas que ça soit pire. OK, on n'arrêtera pas ça. Cette heure, il est trop tard, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut s'organiser pour que ça soit moins pire. Puis c'est drôle, je donne souvent un exemple qui est la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu 70 millions de morts. OK, c'est catastrophique. Mais à un moment donné, les pays alliés se sont mis ensemble et ils ont dit, bien là, ça va faire, on va arrêter ça. Donc, ce qui veut dire que probablement, il y en aurait eu 100 millions ou 110 millions. C'est grave, 70 millions, mais si personne n'a rien fait, il y en aurait eu 150 millions. Mais c'est un peu ça, les changements climatiques aussi. Ça veut dire que oui, c'est grave et il y a des effets collatéraux qui vont être extrêmement... qui va être catastrophique, mais comment on fait à cette heure pour arrêter ça, pour que ça soit moins pire? Ça a dû te choquer un petit peu quand on a vu la dernière campagne électorale qu'il n'y a à peu près pas personne qui a amené ça à l'avant-plan. Ben non, ça aussi, je trouvais que c'était vraiment très, 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 très déplorable. Et on va voir, on va donner une chance au nouveau gouvernement, mais c'était quand même, je dirais, le parti qui parlait le moins des changements climatiques qui a été élu. Par contre, en tout cas, il s'est rectifié quand même, au moins dans les derniers discours, disant que oui, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on va mettre quand même un emphase. Donc, on va donner la chance aux coureurs. J'ai bien hâte de voir. Il faut que les gestes soient faits là, assez drastiquement et aussi rapidement. J'espère que ton livre va aider à ça. Ben, écoute, si ça peut aider, ça sera mieux. Ça sera un plus. Ben oui. Mario, pour terminer l'émission, j'aimerais que tu me parles de tes plongées les plus marquantes. J'aimerais ça, pour commencer, que tu me parles de ta plus mémorable. Bien, c'est certain que pour moi, je dirais, la plongée qui m'a marqué le plus, c'est quand je suis allé du côté de l'Afrique du Sud, dans ce qu'on appelle la route des sardines, là, où on se retrouve avec des bandes de sardines, mais des milliers de dauphins, puis après ça, va arriver les requins cuivrés, les requins blancs, les requins-baleines, les baleines, tu as les oiseaux qui plongent, les fous du Cap qui plongent à travers tout ça, donc tu es comme dans une boule de poisson, dans une soupe incroyable. Ça, je dirais que la première plongée, là,
ça m'a marqué là, vraiment. Mais là, ça arrive tout bord du côté, si je Ouais, comprends tout bord bien, du là. côté, d'en dessous. Donc, tu fais partie de cette masse-là, de cette vraiment boule de poisson-là où tu vois que tout le monde vient en chercher une partie. Là. Mais quand arrivent les plus gros poissons, les plus gros prédateurs, tu peux pas devenir comme une partie de leur bouffe. Ouais, le non, fait que non. tu sois là, pas qu'ils t'attaquent, mais Ouais. Bien, c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que tu vois les dauphins arriver sur toi à toute vitesse et qui tournent à 10, OK, 15, fait qu'ils t'évitent vraiment. Oui, ils vont vraiment t'éviter, puis parce qu'ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour manger des sardines. Là. Puis si on parlait de ta plongée la plus troublante, La plus troublante, c'est vraiment une attaque j'ai eu une attaque de morse en 94 qui a été assez... j'ai eu une dislocation de l'épaule. Là. Ça reste que ça a été, pour moi, les 15 pires minutes de plongée de ma vie parce que tu ne sais pas s'il y a d'autres morses qui vont t'attaquer. Il était déjà très amoché. Et tu as une caméra qui vaut une centaine de mille dollars dans l'autre main. Et tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Le fait d'avoir de la difficulté à monter dans le bateau et obligé de couper mon drive de plongée pour me sortir de cette situation-là. C'est quelque chose que, mettons que je ne veux pas revivre. Là. OK. Bien là, on va envoyer ça de l'autre côté. La plongée de tes rêves, ça serait quoi? Aïe, oui. J'ai beaucoup de rêves. Il y a beaucoup d'endroits que je suis jamais allé, que j'aimerais aller tourner, certains. Il y a beaucoup de plongées que j'ai faites, que j'aimerais ça refaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au moins qui m'obsède là, présentement. Il y a tous les épaulards. OK? Je suis allé 4 fois du côté de la Norvège. J'en ai pas vu à mon goût. J'aimerais ça en voir encore plus. Les épaulards sont les mammifères marins les plus intelligents. Il y a une façon de fonctionner qui est phénoménale. Et ça, j'aimerais ça là, vraiment pouvoir plus m'approcher, pouvoir mieux les comprendre. Fait que ça, là, c'est quelque chose que pour moi, là, il faut que ça arrive. Là. Ouais. Après ça, tu as les pieuvres géantes du côté du Pacifique. Je suis allé faire 2 tournages. Et c'est des tournages qui s'est fait de façon très rapide, mais j'aimerais ça encore retourner du côté du Pacifique, plonger avec des pieuvres là, à 4 mètres, 5 mètres de longueur. Les difficultés sont énormes. Il faut que tu plonges la nuit, c'est 50 mètres de profondeur, il y a du courant, mais la sensation de voir ces bébites-là sortir de leur tanière, de voir comment ils chassent aussi, c'est phénoménal. Écoute, je te le souhaite. Moi aussi. Un gros merci d'avoir participé à l'émission. Je pense que les gens à la maison, je vous avais promis une super deuxième émission. On a livré la marchandise. Si vous en voulez plus, tu donnes encore des conférences? Oui, des conférences. Peut-être juste le dire quand même, c'est www.lesyeuxdelamer.com. Il y a plein Parfait. de salles. Puis je vous le recommande. J'ai vu ta conférence, j'ai adoré ça. C'est une des raisons d'ailleurs. Oui, oui. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Sur ce, passez une belle semaine. Merci beaucoup.